Donc merci à toutes et tous. Vous êtes sûrement pour la plupart monopropriétaires d'un immeuble privé à Paris. Donc il y a 105 000 logements à Paris qui sont dans ce cas, ce qui fait à peu près 10% du parc privé. Donc voilà, ce n'est pas majoritaire, mais c'est non négligeable. Et nous avons donc lancé depuis 2 ans et demi, depuis septembre 2022, il y avait déjà une aide à la rénovation du parc privé qui existait, qui était Éco-Rénovons Paris, mais nous avons lancé avec mon collègue Lann Lertz, c'était le plus gros arbitrage financier de la maire de Paris dans ce mandat, une aide renforcée, de façon très importante, puisque c'est le plus gros arbitrage financier. Éco-Rénovons Paris Plus, qui depuis septembre 2022 fait un carton, on fait des réunions publiques dans tous les arrondissements, avec le maximum, ça a été 600 personnes dans le 15e. Donc voilà. Donc il y a une accélération de la rénovation en copropriété qui est massive. Donc c'est une aide qu'on propose qui s'additionne à l'aide de l'ANA, qui est MaPrimeRénov' copropriété, que vous connaissez bien, mais qui a le gros désavantage dans votre cas de ne pas vous concerner. Voilà. Donc il y a dans toutes ces réunions, on a évidemment eu certains d'entre vous, propriétaires de monopropriété, qui se sont dit, ben voilà, nous on fait comment ? Et donc, comme c'était 10% des logements privés et que la demande massive qu'on avait correspondait aux 90% autres, on n'a pas répondu dans le cadre de ces 30 ou 40 ou 50 réunions, je ne sais plus à combien on est, mais enfin voilà, on est à un nombre entre 30 et 50, plus de 30 c'est sûr, autour de 40 sans doute. Donc on n'a pas répondu à cette question des monopropriétés. C'est pour ça qu'on en a parlé avec M. Safar et Karine Bidard et puis avec Olivier Prince-Saval. On s'est dit qu'il fallait prévoir un temps spécifique pour la monopropriété, parce qu'il y a des aides aussi, il y a un certain nombre d'aides de la ville qui sont valables, il y a des C2E, enfin, il y a tout un tas d'aides et d'accompagnements qui sont possibles. Il y a la surélévation qui parfois peut aider. Enfin voilà, donc d'où ce temps qu'on avait choisi, on s'était proposé de le faire ensemble, pour vous informer sur tout ce qui est possible et vous dire que voilà, la ville de Paris, la puissance publique, l'Agence parisienne du climat, qui est notre ALEC, notre agence qui nous aide à accompagner la rénovation du parc privé, pense aussi à la monopropriété. Donc c'est bien notre objectif de rénover 100% des logements et pas que les copropriétés. Alors, il se trouve que l'État n'a pas fait un dispositif spécial copropriété, c'est juste une réalité, on s'y adapte. Mais en tout cas, on souhaite bien vous accompagner. Et donc cette réunion est une première, mais pas une dernière. Alors évidemment, vu le nombre de monopropriétés, on ne fera pas une réunion par arrondissement, ça n'aurait pas beaucoup de sens, que vous êtes par construction moins nombreux que les 1 million de copropriétaires. Mais il y a beaucoup de locataires. Hein. Mais il y a des locataires. Il y a des locataires aussi, mais voilà, en tout cas, les propriétaires qui financent sont moins nombreux, donc ça sera plutôt des réunions centralisées comme aujourd'hui, mais en tout cas, on entend bien, mais on pourra d'ailleurs échanger sur le rythme, le mode d'accompagnement, voilà, pour vous accompagner dans vos projets de rénovation d'immeubles. Donc c'est une première, mais c'est une première réunion. On va déjà vous présenter, selon notre point de vue, l'état de la science et des aides qui peuvent être apportées, et puis échanger d'ailleurs sur comment on pourrait faire évoluer les dispositifs éventuellement, pourquoi pas. Le jeu est ouvert, mais c'est une réunion vraiment d'information et d'échange. Et je vais proposer la parole à M. Safar ou à Karine. Allez, c'est à Karine en premier. Donc et avant qu'on vous présentera un PowerPoint qui sera assez technique, mais le but c'est qu'on ait aussi de l'information technique et financière précise ce soir. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis directrice de l'Agence parisienne du climat. Effectivement, je voulais vous remercier d'être présents aujourd'hui et donc bienvenue pour ce premier événement qui est dédié à la rénovation énergétique des monopropriétés et donc ainsi que de leurs gestionnaires. Je serais intéressée déjà dans un premier temps de savoir qui d'entre vous est monopropriétaire. Est-ce que vous voulez bien lever la main? Ok, 5, 6, 7... Merci. Et qui sont les gestionnaires de biens? Les autres. Est-ce qu'il y a des... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui sont représentés? Voulez-vous présenter? Pas spécialement. Les cabinets. Bien, merci pour cette possibilité de voir un peu de quoi est composé notre public. Donc cette réunion, elle a été effectivement initiée et souhaitée par Jacques Baudrier. On est dans une première édition et on avait vraiment envie de prendre connaissance avec vous, d'avoir ce temps de présentation et surtout d'établir un dialogue. On a prévu donc de vous faire une présentation de la situation du parc des monopropriétés à Paris,
quelle est la situation, quels sont les enjeux. Également, vous présenter les outils qui sont à votre disposition et comment on peut vous aider, donc l'Agence parisienne du climat, la ville de Paris, dans les projets de rénovation énergétique. On a imaginé cette rencontre dans un état d'esprit collectif pour vraiment, encore une fois, créer un dialogue. L'Agence parisienne du climat est à votre écoute. Donc, on est, donc, ce que effectivement Jacques évoquait auparavant, une agence locale énergie-climat. Donc, une 60aine de collaborateurs. Et on est aussi l'espace France Rénov pour Paris. Donc, on a une mission d'accompagner notamment la rénovation énergétique des copropriétés. Et aujourd'hui, donc, on est le guichet France Rénov à Paris. On est en contact avec à peu près 40% des logements à Paris via Coach CoPro, la plateforme, et donc avec une forte progression ces dernières années. Et vous verrez que c'est un outil qui est vraiment à votre service. On aborde les sujets de la rénovation énergétique, mais pas uniquement. Aussi la question, par exemple, de la végétalisation des copropriétés, puisqu'il y a un tiers du parc non bâti à Paris qui se situe dans le parc privé. La question du développement des énergies renouvelables, ou encore on vient de lancer également un programme pour la réduction des déchets et l'amélioration du tri en copro. Donc on a des collaborations également très soutenues avec le réseau des professionnels, notamment via Coach CoPro. Vous avez accès à un réseau de plus de 800 professionnels de tout corps de métier qui peuvent vraiment vous aider à mener des projets de rénovation énergétique. Et on organise un peu plus de 150 événements chaque année pour le grand public, mais aussi beaucoup pour les professionnels. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de pouvoir avoir accès à une information très qualifiée. Les projets de rénovation énergétique en copropriété, ils sont souvent perçus comme contraignants et compliqués. Mais il faut savoir que ça a un impact réel dans la ville et qu'en moyenne, les projets qu'on accompagne permettent un gain de performance énergétique de 40%. Alors c'est qu'une moyenne, ça dépend des configurations, des typologies de bâtiments évidemment, mais quand même il faut vraiment prendre conscience de l'impact qu'a la rénovation énergétique dans la ville, dans une ville dense. Une majorité de monopropriétés sont des passoires thermiques, on va en parler un peu plus dans la qualification du parc. Or la rénovation énergétique, elle permet de garantir l'habitabilité des logements dans un contexte de réchauffement climatique où les gens sont pas seulement en inconfort thermique, mais souvent en souffrance. Et donc c'est un enjeu important aussi en termes de santé publique. Vous verrez que c'est aussi un moyen important de pouvoir valoriser vos biens et qu'il est possible de concilier rénovation énergétique et atteinte d'une qualité de performance environnementale très élevée avec l'ambition architecturale. Surtout, ce que je veux vous dire aujourd'hui sur ce point, c'est que vous serez guidés pas à pas par l'Agence parisienne du climat. Et puis donc, n'hésitez pas, cette réunion est en relativement petit format, on est entre nous, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura une séance de questions-réponses après les présentations. Voilà. Non, pas du tout. Donc, Olivier, j'étais intéressée, évidemment, donc Jacques a expliqué dans un premier temps quelles sont les raisons pour lesquelles il a souhaité organiser cette réunion. Je serais intéressée de savoir, toi qui es si engagé, donc justement à nos côtés et aux côtés de la ville dans la rénovation énergétique des copropriétés, quelle est la situation aujourd'hui? On sait qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, les messages récents dont on a tous entendu parler ne facilitent pas. Donc est-ce que tu pourrais partager ta vision justement sur ce sujet-là? Alors, pour revenir, merci d'abord de m'avoir invité. Merci à Jacques, bien évidemment, pour cette partie monopropriété. Simplement, vous parlez de ma prime Rénov CoPro d'abord. On va l'évacuer. On est tous sur axe, pour pas dire autre chose. Tous ceux qui sont gestionnaires de copropriété et syndics et copropriétaires, on a des dossiers qui étaient en cours, qui étaient en train de préparation ou en assemblée générale ou votés. On a un risque, effectivement, de ne pas pouvoir les déposer. Que les choses soient très claires. Nous, on a essayé ce matin de déposer un dossier. Ça nous a mis bug sur le site de l'ANA. Donc, je vous donne à peu près une idée. Soi-disant, c'est parce qu'il y a trop de demandes ou trop de volonté de s'inscrire en même temps. J'y crois pas trop. À mon avis, on ne pourra pas s'inscrire. Notre deuxième difficulté, c'est que pour les dossiers qu'on a déjà engagés, pour lesquels on a déjà les notifications des subventions, on est déjà, dans certains dossiers, entre 9 mois et 12 mois de retard sur le paiement des indemnités, des subventions. Donc certains me disent un peu plus. En moyenne, aujourd'hui, je suis à 12 mois. Auparavant, en 6 mois, on avait récupéré à peu près les subventions.
Le deuxième point qu'on a noté, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait une différence de traitement entre les locataires qui étaient dans des copropriétés et les locataires qui étaient dans des monopropriétés. Et on s'est dit, mais c'est dommage, pourquoi on n'intervient pas pour le confort d'hiver et d'été des locataires de la même façon, en disant, pour nos propriétaires gérés, pourquoi ne pas rentrer dans une démarche de rénovation énergétique ? Et cette démarche, on a essayé de l'engager avec certains propriétaires qui avaient des immeubles dans lesquels, effectivement, ils voulaient améliorer les choses, ils voulaient diminuer le coût de l'énergie, parce que, bien évidemment, que ce soit un chauffage électrique, chauffage au gaz, pour certains, ça coûte de l'argent. Et le but du jeu, c'est que ça coûte moins cher pour que, globalement, les locataires se sentent bien dans un appartement, qu'ils aient envie de rester, et surtout qu'ils payent leur loyer correctement. On a essayé dans certains dossiers de faire avancer des choses. Première chose on a pensé, c'est de faire des pignons. Vous savez que sur certains immeubles à Paris, on a beaucoup de pignons sur le côté ou de façade arrière. On s'est dit, tiens, chouette, j'ai un pignon, je vais aller faire mon doublage du pignon, je peux mettre un revêtement de 12, 15, 30 ou 35 cm et je vais améliorer ma partie énergétique. Super. On a fait chiffrer, on arrive avec les devis, on demande des aides, rien. Pourquoi ? Parce que globalement, j'ai aucun locataire qui se retrouve dans des situations spécifiques de cet immeuble. C'est un immeuble où tout va bien. Quand je dis tout va bien, dire qu'il y a des appartements, c'est loué, il y a des locataires. Les bailleurs sont dans une SCI familiale. J'ai la mère et les enfants en dessous, le père étant décédé il y a déjà quelques années. Donc bien évidemment, à un moment pour faire des travaux, quand on a un revêtement à faire de pignon, il faut monter un crédit. Et donc on va chercher un crédit bailleur. Le crédit bailleur, bien évidemment, c'était il y a 2 ans, on n'a pas trouvé non plus. Pourquoi ? Parce que la Caisse d'épargne Île-de-France, qui fait les crédits copro, ne faisait plus les crédits bailleurs pour ces types de travaux. Donc on s'est retrouvé avec des difficultés en disant, au lieu de distribuer les revenus, on va les mettre de côté, et puis je vais faire un appel de fonds aux différents indivisaires, aux différents porteurs de parts, la mère et les enfants, pour pouvoir payer les travaux. Et à chaque fois, bien évidemment, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de fonds de travaux comme en copropriété, je n'ai pas effectivement la possibilité d'avoir un crédit comme on peut l'avoir en copropriété pour ces subventions, et j'ai pas de subvention non plus. Donc on s'est retrouvé dans des difficultés où j'en ai fait par, bien évidemment, l'Agence parisienne du climat, mais aussi à la mairie de Paris, en disant qu'on s'occupait des copropriétaires, des locataires dans les copropriétés, mais qu'on ne s'occupait pas des locataires dans les immeubles en monopropriété, et qu'il fallait mettre en place un dispositif pour aider effectivement les monopropriétaires à engager cette rénovation énergétique pour qu'on ait tous effectivement, 1, une sobriété énergétique, 2, une amélioration du confort d'hiver comme d'été pour les locataires, et 3, une valorisation pour les propriétaires de leur immeuble, parce que bien évidemment, l'immeuble dans lequel on a un DPE qui donne une meilleure note sera plus valorisé qu'un DPEG sur un immeuble. Merci pour ce témoignage très illustré. Jacques, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que tu as précisé tout à l'heure Non, pas du tout. D'accord, ok. Allons-y. Donc, non, je crois que c'est intéressant qu'on rentre dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet et puis on passera la parole à Olivier Principal dès qu'il sera arrivé. Si je peux rajouter quand même sur la question MaPrimeRénov' copropriété, qui a évidemment à juste titre. Alors, nous, notre point de vue, déjà, la ville de Paris, on pense que MaPrimeRénov' copropriété est trop peu suffisamment dotée. C'est pour ça qu'on a abondé par une aide qui est exceptionnelle à l'échelle de Paris. Donc déjà, notre point de vue, le dispositif de l'État était sous-financé. Alors là, on constate, de notre point de vue, alors c'est un peu les stop and go, ça a été un peu tragicomique, le cirque des annonces, contre-annonces, etc. Évidemment. Mais derrière ces changements de pied quotidiens, le fond, c'est que, en gros, on ne rénovera pas les logements privés sans incitation financière publique. Donc, il faut les budgets qui vont bien. Et l'État a dit qu'il faudrait 700 000 logements privés avec des rénovations globales. Si on considère que le taux moyen de financement était de 12 à 15 000 euros, on voit bien qu'il faut, sans compter les monégestes, ça veut dire des budgets de l'ANA à plus de 10 milliards d'euros par an. Bon, le budget de l'ANA pour MaPrimeRénov' était de 3,6 milliards. On voit bien que 3,6 est totalement différent de 10. Donc, cette année, il y a eu une bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont voulu rénover leur logement, d'où une augmentation très forte de la demande. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu les budgets qui sont allés avec. Donc, on est dans cette tension de la croissance de la demande qui, de notre point de vue, est totalement structurelle parce qu'on a énormément de ménages parisiens qui voudront rénover leurs immeubles. Donc, on est dans ce moment de tension. En gros, l'État, alors c'est passé un peu
sous le radar, mais a pris déjà une décision pour rajouter un peu d'argent, c'est-à-dire des C2E, c'est des choses qui étaient plutôt pas très bien employées, qui seront à partir de l'an prochain, il y aura 1 milliard de plus d'enveloppe pour MaPrimeRénov', ce qui est plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, d'ailleurs, je l'avais suggéré, donc je ne vais pas dire que, même si je suis un élu communiste, je ne soutiens pas le gouvernement, mais en tout cas, cette manip-là est positive, donc on est un certain nombre à en être, on est plutôt tous d'accord autour de, a priori, hein. Donc ça, c'est plutôt de la bonne gestion de l'argent public. Donc de l'argent public mieux géré, c'est compliqué de pas, enfin, on est tous pour, mais ça veut dire que néanmoins, même si on a 1 milliard de plus l'an prochain, comme déjà il manquait au moins 2 milliards cette année, il va manquer 3 à 4 milliards l'an prochain. Donc on est dans une situation où il manque de l'argent. Et donc, moi, mon analyse, mais qui n'est peut-être pas partagée par tout le monde autour de cette table, c'est qu'il faut trouver des recettes dédiées en plus, c'est-à-dire des impôts nouveaux, mais parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Moi, je ne pense pas que le budget de l'État sera abondé de 5 milliards d'euros, vu la dette. Enfin, vous voyez, ça ne me semble pas totalement réaliste de parier là-dessus, même totalement irréaliste. Donc, il faut, et je constate que, étant un peu spécialiste de transport, qu'actuellement, moi, je vais, jeudi matin, je suis convié, en tant que responsable politique, par le ministre des Transports. Il y a eu pour trouver de l'argent pour le réseau ferré. Donc, il nous a conviés à inventer des impôts. Alors, c'est des taxes sur les bureaux, tout un tas de concessions d'autoroutes. Mais en tout cas, le gouvernement travaille à trouver 3 à 4 milliards d'euros par an pour les trains, et sérieusement, parce que nous, il nous a conviés en tant que politique pour faire des propositions, et il bosse vraiment. Je pense qu'il y a besoin de faire la même démarche pour la rénovation du parc privé. Parce que je ne vois pas pourquoi, je trouve que c'est très bien de financer les trains, je suis pour, mais je ne vois pas pourquoi on ne financerait pas la rénovation du parc privé aussi. Donc voilà, il y a un peu de parallélisme des formes à trouver, et on est dans ce moment de tension où en gros, voilà. Mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, pour les copropriétés à Paris, le budget de l'ANA fait comme MaPrimeRénov' copropriété est en train de progresser. On nous a assuré, je sors d'une réunion avec la directrice générale de l'ANA et le directeur régional d'habitat et de logement en Ile-de-France. Donc ils nous ont assuré jusqu'à la fin de l'année, on aurait les crédits qui étaient inscrits, il n'y a pas de problème. Donc on va s'en sortir pour répondre à la demande pour les copropriétés cette année. Mais de façon certaine, vu la croissance de la demande, s'il n'y a pas abondement des budgets, on aura un problème en copropriété dès l'an prochain. Voilà. Les choses sont claires. Donc là, aujourd'hui, ils ont arrêté les dossiers par manque de moyens pour les maisons individuelles. Pour les copropriétés, ce n'est pas encore le cas, mais je dirais que c'est que reculer pour mieux sauter. Ça sera, et évidemment, ça touchera aussi les monopropriétés. Donc le problème arrivera dans 1 an. Bon, mais dans 1 an, le but est d'anticiper. Donc voilà, on est dans ce temps. Ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir. Mais en tout cas, si on ne trouve pas d'argent, et si vous êtes beaucoup de gestionnaires de biens, vous gérez aussi des copropriétés, eh ben, où ce problème risque d'être devant nous. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous, mairie de Paris, on va faire des propositions. Moi, je porte déjà des droits de mutation additionnels sur résidence secondaire, enfin, de la fiscalité qui touche du superflu. C'est comme ça, en tout cas, qu'on est arrivé à financer le métro, le Grand Paris Express. C'est, en gros, on a inventé des impôts comme ça, et je trouve que j'y ai travaillé personnellement. Je pense qu'ils sont dans la même démarche pour financer le réseau ferré ailleurs qu'en Ile-de-France. C'est ce qu'ils sont en train de faire, et ce qui est plutôt bien. Enfin, moi, je trouve ça, voilà. J'irai jeudi faire des propositions. Je répondrai à l'appel du ministre des Transports. Je pense qu'il faut que la ministre du Logement, Bercy, voilà, se pose la même question pour la rénovation du parc privé. Parce qu'autrement, là, MaPrimeRénov' a explosé en vol il y a 1 semaine. Et il va totalement exploser l'an prochain. Donc voilà, c'est la situation. Donc c'est l'actualité. Hein, j'en ai pas parlé au début, mais comme Olivier a posé le sujet. Mais donc voilà, en gros, on est dans une situation de turbulence qui ne se réglera, de mon point de vue, que si on trouve les moyens de répondre à la demande. Autrement, la rénovation des logements s'arrêtera, ce qui serait un drame du point de vue du climat, l'énergie. Et surtout à Paris, on a eu plus de 1000 morts en 2003, qui serait un drame de santé publique, ce qui nous, voilà, avec des milliers de morts. Donc, ayez confiance dans notre majorité municipale. On a mis en place un certain nombre d'aides qu'on va vous décrire pour être mobilisés sur ce sujet. Mais déjà, la bataille n'est pas finie. Merci Jacques. J'en profite pour présenter Olivier Princival, qui est président de la FNAIM Île-de-France et aussi trésorier de l'Agence parisienne du climat. Oui, merci. Désolé pour le retard. Je précise. Ça n'avait rien à voir avec la circulation dans Paris. Soyez tranquille. Voilà. Oui, bien sûr.
Donc Olivier, quand on a préparé cette réunion, tu nous as fait part des difficultés qui pouvaient être rencontrées par les gestionnaires de biens et tu nous as dit aussi qu'il y avait des leviers qui existaient. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta perception de la situation sur les monopropriétés actuellement et puis plus largement les copros à Paris, quoi. Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc président de la Fédération nationale de l'immobilier Grand Paris. On représente les professionnels de l'immobilier, syndics de copropriété, administrateurs de biens et agents immobiliers qui sont sur l'Île-de-France, comme mon confrère Olivier Safar de l'UNIS. Bien évidemment, nos clients sont confrontés à ces préoccupations de rénovation énergétique et on est là pour les accompagner. Cet accompagnement ne peut pas se faire sans des dispositifs d'accompagnement public et c'est tout l'intérêt de la chance que nous avons d'avoir l'Agence parisienne du climat dans Paris. Je le dis bien parce que c'est pas le cas de la même dynamique dans toutes les agences locales énergie-climat. Donc on a ces préoccupations d'information. Donc l'information, elle passe nécessairement avec l'administrateur de biens qui est souvent le premier à être confronté à une mise en application de la réglementation. Et la première chose qu'on a pu voir, c'est la problématique de l'interdiction de location des logements G. Et du coup, avec cette réglementation, qu'est-ce qu'on en fait? Comment, d'un point de vue pratique, on fait le job? Alors bien évidemment, quand on parle de l'eau isolée, c'est pas le même sujet que la monopropriété, mais quand on parle de l'eau isolée, on parle d'abord de travaux inhérents à la partie privative en elle-même. Ensuite, on évoque le sujet des travaux sur partie commune, travaux sur la copropriété, qui nécessitent plusieurs niveaux de conviction. Vous savez, quand vous êtes propriétaire bailleur dans un logement, au rez-de-chaussée, le local commercial n'a pas d'obligation de rénovation énergétique, le local professionnel n'en a aucune non plus, le médecin par exemple, celui d'à côté qui a décidé de louer en Airbnb de temps en temps a un moratoire jusqu'en 2034, le propriétaire occupant n'a pas d'obligation et vous, propriétaire bailleur, vous avez cette obligation. Donc il y a un sujet qui est difficile en copropriété, c'est d'embarquer tout le monde dans une rénovation collective et ça c'est un enjeu important. L'avantage de la monopropriété, c'est que quand on doit faire face à cette problématique, on est tout seul à décider et je ne vais pas vous revanter le mérite d'être monopropriétaire tant que vous pouvez le rester. Faites-le et vous avez l'avantage de pouvoir monter votre opération par vous-même et donc d'avoir une discussion beaucoup plus facile à monter avec votre administrateur de biens ou avec les opérateurs que sont l'Agence parisienne du climat pour vous faire accompagner. Donc les solutions existent, les solutions et bien évidemment les solutions d'accompagnement mais aussi les solutions de financement et c'est tout ce qu'on va exposer aujourd'hui puisque l'objectif de la réunion d'aujourd'hui c'est de mieux faire connaître les dispositifs publics existants et d'accompagnement parce qu'on a l'avantage d'avoir sur Paris des dispositifs complémentaires à ceux qui sont déjà existants. Vous avez parlé tout à l'heure de certificats d'économie d'énergie, puisque ça c'est un dispositif qu'on connaît, mais on a d'autres dispositifs, je crois qu'on en parlera un petit peu plus avant. Et il faut effectivement se saisir de ces enjeux. Vous parliez tout à l'heure, Jacques, d'essais dans la ville. C'est vrai, quand on voit les températures sous les toits, quand vous avez des logements au dernier étage, on sait qu'il y a quand même des enjeux qui sont de l'isolation thermique. On a des enjeux de performance généraux des bâtiments parce que on est tous concernés par un meilleur confort de vie pour soi-même, mais pour ses locataires aussi. On a des difficultés et des questions qui se posent. On nous parle de pompes à chaleur au quotidien, mais comment installer des pompes à chaleur? Probablement pas sur les façades haussmanniennes de la ville de Paris. Donc on a des sujets pratiques et techniques qui sont à mettre en place. Et c'est vrai, quand on parle de crédit d'impôt ou d'accompagnement, notamment sur ce genre de dispositif de chauffage, les intégrer sur du bâti existant, c'est pas la même chose que de l'intégrer dans une construction neuve. Donc toutes ces problématiques, c'est des questions qui nous remontent et qu'on a la charge, nous, administrateurs de biens, d'arriver à expliquer à nos confrères en tant que syndicats professionnels, mais aussi à nos propriétaires quand on fait ce métier, pour les accompagner. Et je pense qu'on va un peu déployer ce soir les solutions. Hein. Les problèmes, on les connaît. Les solutions, on va y venir. Et en général, sur ce sujet de la rénovation et de l'accompagnement à la rénovation, on est assez d'accord. Comme dit Jacques, on n'est pas toujours d'accord. C'est vrai que sur le fait de lever des impôts, je suis beaucoup plus fébrile que vous, moins motivé peut-être. Mais en tout cas, on a des solutions très techniques et pratiques qui sont là, qui existent. Et c'est celles qu'on va aborder aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et je tiens juste pour terminer qu'on travaille ensemble avec les ensembles des acteurs de l'immobilier privé, bien sûr avec la FNAIM et puis l'UNIS, mais aussi avec d'autres acteurs comme PAP, Sologer. Voilà, moi je réunis tous les 3-4 mois un observatoire d'immobilier privé, donc on échange de façon partenariale sur tous ces sujets. Et donc évidemment, on se nourrit les uns des autres pour faire évoluer nos positions et bien suivre au quotidien cette situation qui est, on l'a vu ces derniers jours, extrêmement mouvante. Donc en tout cas, moi je me félicite que tous les acteurs de l'immobilier privé répondent à nos demandes et participent avec la mairie à ce travail en commun. Voilà, il n'y a pas de dichotomie élu, public, privé. On travaille tous ensemble, le but étant de loger tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Merci. Donc on arrive maintenant au vif, dans le cœur du sujet, et un temps de présentation, donc d'une part de la qualification du parc de monopropriété à Paris, et également la présentation des dispositifs qui sont là pour vous aider, et puis des possibilités d'accompagnement. Donc je vais, si vous le voulez bien, vous demander de vous installer au premier rang, et puis on va proposer aux 3 intervenantes donc de venir. Oui, je veux bien si vous pouvez, parce qu'on va manquer sinon. Oui, merci, pardon. Voilà, aux 3 intervenants, donc je voudrais appeler sur scène Jessica Jacobi-Coali, qui est responsable du pôle copropriété à l'Agence parisienne du climat. Christine Orefici, donc adjointe au chef du bureau de l'habitat durable, donc à la direction du logement et de l'habitat de Paris, de la ville de Paris. Et puis Madame Juliette Poisson de Solidarité Nouvelle pour le logement, donc pour Paris. Et donc vous allez pouvoir nous présenter donc un exemple une situation que vous aviez envie de partager avec nous. Donc Jessica Jacobi-Coali, toi tu vas poser pour nous les éléments de contexte, les chiffres clés, également la connaissance du territoire et tout ce qui permet de qualifier justement ce parc de monopropriété à Paris. Lors de son introduction, donc Jacques Baudrier a donné quelques chiffres. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions sur ce parc ? Exactement, bonsoir à toutes et à tous. Donc Jessica Jacobi-Coali, moi je suis responsable du pôle copropriété à l'Agence parisienne du climat. Et là, l'exercice pour nous a été d'identifier et de mieux connaître le parc parisien lorsqu'on parle de monopropriété. Déjà, il faut savoir que, je pense que vous êtes en grande partie intéressés, donc vous savez que les monopropriétés à Paris sont principalement à usage locatif, on retrouve, et qui sont détenues principalement par des organismes type HLM, donc logement locatif social, ou par des personnes aussi morales, donc les SCI, et également des personnes physiques. Comme l'a indiqué Jacques Baudrier tout à l'heure, on a un peu plus de 105 000 logements qui sont en immeubles en monopropriété, avec 40 000 donc, logements détenus par des personnes physiques. Donc, ce qui représente un peu plus de 38% du parc côté monopropriété et 29 000 détenus par des SCI à Paris. Ce qui était intéressant, c'est ces 105 000 logements. À gauche, vous avez la partie immeuble et à droite, la partie logement. C'était de comprendre et savoir dans quel type d'immeubles on retrouvait principalement des monopropriétés. Donc là, on est sur un parc relativement ancien, donc sur des immeubles avant 1945 et qui représentent un peu plus de 60 000 logements, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, qui dit parc bâti ancien, dit souvent petits immeubles. Donc on est globalement, on constate si on regarde le schéma de droite, on a donc principalement des immeubles entre 1 et 25 logements qui correspond vraiment au parc ancien que nous avons sur Paris. Donc qui représente un peu plus, si je dis pas de bêtises, de 58 000 logements qui se situent entre 1 et 25 logements. Donc ça nous permet aussi de réfléchir déjà à, du coup, qui dit petit immeuble, immeuble ancien, vers quel type de rénovation aussi qu'on peut mener sur ce type de bâtiment. Et donc là, ce sera aussi l'occasion d'en discuter. On s'est dit que ça peut être bien de vous rappeler, même si je pense que vous êtes bien au fait, et Olivier Principal l'a rappelé, toutes les obligations réglementaires dont vous faites l'objet.
donc la loi climat résilience qui a commencé depuis 2021 maintenant. Si on parle de ce qui se passe actuellement, en tout cas en 2025, donc l'interdiction de mise en location, en tout cas de nouveaux baux pour les appartements classés en classe G, et notamment également une obligation de faire un audit énergétique dans le cadre de vente pour les immeubles, les logements classés F, G ou E. Donc là, un audit énergétique est obligatoire dans le cas de vente de ce bien. Ça sera également le cas pour les immeubles classés D à partir de 2034. Donc on se dit qu'on a un peu plus de temps pour le faire, mais ça arrive vite. Hein. Entre deux, on a une interdiction de mise en location pour les immeubles en classe F et d'ici 2034 en classe E. Donc voilà, et pour vous donner une petite perspective d'où on en est, donc là on a 7% des monopropriétés représentées sur ce schéma qui ont réalisé un DPE immeuble, et sur ces 7%, on a 56% qui sont en passoire thermique. Voilà. Et sur ces 56%, si on zoome un peu plus, à l'échelle des logements, on a principalement, ce qui n'est pas très étonnant, mais une grande partie de ces logements qui sont classés E, et 40% de ces logements qui sont donc des appartements classés F et G, donc en passoire thermique. Donc là, on est vraiment d'un point de vue réglementaire, on sait qu'il y a des actions qu'il va falloir mener, qu'il va falloir faire des travaux à l'échelle soit de l'immeuble, soit à l'échelle de l'appartement, pour pouvoir, en tout cas dans votre cas, louer ou encore vendre. Donc voilà un peu pour dresser un petit peu le portrait de ce qu'on retrouve sur Paris. Là, l'idée, c'est aussi de vous présenter, on en a parlé un peu en introduction, mais de vous partager les solutions possibles lorsque vous souhaitez vous lancer dans un projet de rénovation énergétique, et montrer aussi qu'il y a certaines monopropriétés, certains monopropriétaires ont, on va dire, sauté le pas. Donc déjà, pourquoi rénover son bien au-delà de l'aspect réglementaire? Là, on a essayé un peu de citer ce qu'on dit parfois aux copropriétaires, mais en l'adaptant dans votre cas, notamment la fidélisation des locataires. Donc pour éviter qu'on ait un turnover trop important au niveau de la gestion de son bien et de l'appartement. Augmenter également la valeur verte du bien. On entend beaucoup parler depuis quelques années avec l'étude notariale. Également l'optimisation des coûts, parce qu'on parle de rénovation globale de l'immeuble. Donc on essaie de toucher un certain nombre de postes, donc que ce soit les murs, les façades. On est sur des immeubles anciens, donc on a étudié aussi quel type de façade, la toiture, la ventilation. Donc voilà, améliorer la qualité de l'air au sein des logements, et également limiter les nuisances pour le locataire dans le temps. Donc l'idée, c'est de ne pas faire des travaux, en tout cas quand on peut, d'essayer de faire des travaux en une seule fois pour essayer de limiter les nuisances dans le temps pour ceux qui vivent dans ces appartements. Et bien évidemment, améliorer la qualité de vie, que ce soit en été et également l'hiver. On a regardé sur Coach CoPro, qui est donc l'outil qu'on utilise à l'Agence parisienne du climat, notamment pour accompagner que ce soit les monopropriétés ou encore les copropriétés. On a recensé 2 cas. Donc il y en a certainement plus dont on n'a peut-être pas connaissance, en tout cas pas toutes les informations, mais ça me semblait intéressant de vous le partager. Le 22 rue des Artistes, donc on est sur une monopropriété dans le 14e arrondissement, qui a réalisé en 2015 déjà, donc ça remonte un petit peu, un projet de rénovation globale de l'immeuble. Donc on est sur un immeuble qui rentre dans le parc qu'on a vu parisien, 1880, 8 logements. Donc c'est une monopropriété qui a fait 47% de gains, avec une volonté forte des monopropriétaires d'essayer de faire en sorte d'intégrer, en tout cas que les personnes qui vivent dans ces logements soient des personnes, on va dire, à revenus faibles, voire modérés. Donc cette monopropriété, il y a eu un audit énergétique qui a été financé à l'époque par un dispositif de la ville de Paris. Il y a eu une isolation des façades extérieures, le remplacement de toutes les fenêtres, et également une isolation thermique de la toiture. Et donc il y a eu une prise en compte, notamment par l'architecte qui a mené ce projet, du type d'isolant, une attention importante sur le type d'isolant qui a été choisi. Donc là, on était sur du béton en chambre.
béton de chambre. Donc un montant total des travaux de 171 000 €. Donc on n'a pas forcément exactement le détail, le découpage de ce qui a été accordé dans le cadre de cette aide par la ville et par d'autres types de financements, mais ils ont aussi obtenu quelques financements dans le cadre de leurs travaux. Et un deuxième exemple qui est intéressant aussi, notamment en monopropriété, c'est une surélévation. Donc il y a une surélévation de cette copropriété. Pareil, on est sur un projet qui commence aussi à dater, je crois que c'était 2015 ou 2017, une surélévation avec un audit énergétique qui avait été financé par le PIC, donc à l'époque c'était l'OPATB 13. L'architecte a réalisé en tout cas cette conception sur la surélévation, mais également une isolation thermique par l'extérieur des façades côté pignon, remplacement de toutes les fenêtres, l'étanchéité et l'isolation de la toiture. Et donc on a eu un montant de travaux important, de 431 000 € TTC. Et par contre on n'a pas exactement le détail, notamment la mise en location des appartements qui ont été créés. Je crois qu'il y en avait au moins 2 dans le cadre de cet immeuble. Voilà un petit peu pour les exemples que nous avons recensés. Mais après, curieuse de savoir si vous, en tant que gestionnaire de biens, par la suite, vous avez déjà eu aussi quelques cas pour lesquels vous êtes intervenu et des monopropriétés qui auraient réalisé des travaux. Sur cette partie, je continue, je garde le micro, mais après je vous laisse un peu tranquille. Sur les aides pour réaliser des travaux, on parle, là, tout à l'heure on a parlé de l'obligation de réaliser un DPE et l'audit énergétique. La ville de Paris a lancé il y a quelques années une aide pour la réalisation d'un DTG, un diagnostic technique global, de 5 000 €. Avec 3 grandes conditions, globalement, que la copropriété ou la monopropriété soit inscrite sur Coach Copro, dont je parlerai tout à l'heure, avoir un besoin d'identification des travaux qui doit être réalisés au sein de cette monopropriété, de cet immeuble, à savoir que nous, on a fait on a eu le parti pris d'intégrer dans ce DTG, le diagnostic technique global, le PPPT et le DPE également collectif. Donc lorsque vous réalisez ce DTG, vous avez aussi l'intégration du PPPT et du DPE collectif. Et également faire appel à un professionnel affilié à l'annuaire Coach Copro, et bien évidemment que ce devis que vous avez fait faire soit bien conforme au DTG. Donc pour ce faire, on va dire la porte d'entrée, c'est l'Agence parisienne du climat et l'inscription de votre monopropriété sur Coach Copro, et après vous avez l'accompagnement de nos conseillers pour vous aider à réaliser, en tout cas vous orienter vers les professionnels qui peuvent réaliser ce type d'études. Donc ça va être au moins un premier pas pour se lancer par la suite dans un projet de rénovation énergétique globale. Voilà, pour la première étape. Voilà. Donc je vais poursuivre avec les aides existantes en matière d'aide aux travaux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le calendrier de mise en conformité qui découle de la loi climat et résilience impose une urgence à agir qui peut être source d'inquiétude pour les bailleurs. Mais ces nouvelles règles sont aussi une réelle opportunité pour engager les travaux dans la mesure où depuis 2021, c'est ce volet un petit peu coercitif, c'est accompagné d'une refonte en profondeur des régimes d'aide et qui aujourd'hui sont bien calibrés à la hauteur des enjeux, modulo bien sûr les discussions budgétaires en cours. Alors de ce fait, il existe aujourd'hui plusieurs dispositifs d'aide adaptés à des situations particulières et à différents types de projets. Donc on l'a évoqué tout à l'heure pour les copropriétés, le dispositif adapté, c'est MaPrimeRénov' copropriété et le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Dans le cas d'immeubles appartenant à un propriétaire unique, le dispositif qui sera le plus adapté pour accompagner le propriétaire sera le dispositif Habiter mieux, qui est couplé au dispositif fiscal LOC Avantage. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce dispositif. Donc, c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'aides financières à la fois pour le financement d'un accompagnement à la conduite des travaux et également pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, à la condition de respecter certains critères. Donc, les conditions d'éligibilité sont indiquées ici. Donc, c'est atteindre un gain énergétique de 35%.
Il faut aussi qu'en sortie de travaux, l'étiquette du logement soit une étiquette D. Ce dispositif impose l'engagement dans la conclusion d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat pour une durée de 6 ans. Alors une convention avec l'ANA, ça va impliquer des engagements en termes de gestion des logements, un engagement en termes de loyer, et un engagement à louer ces logements à des personnes sous plafond de ressources. Donc on a 3 types de conventions avec l'Agence nationale de l'habitat, qu'on appelle LOC 1, LOC 2 et LOC 3. Qui vont correspondre à des niveaux de loyer et plafonds de ressources différents. Donc le LOC 1, ça va correspondre à une affectation intermédiaire du logement, et le LOC 3, ce sera les logements avec la gestion la plus sociale des 3 catégories. Ensuite, le bien devra être loué non meublé à un locataire extérieur au foyer fiscal ou un associé ou extérieur à la SCI. Donc, je voudrais juste attirer votre attention sur le dispositif fiscal LOC Avantage, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler du conventionnement avec l'ANA. Et ce dispositif fiscal LOC Avantage a été institué en 2022. Donc il est assez récent, il fait suite à un ancien dispositif qu'on appelait louer abordable. Et juste pour attirer votre attention sur le fait que cette réforme, qui a été importante, a conduit à changer la méthode de définition des loyers plafonds. Et désormais, les loyers plafonds du conventionnement ANA sont beaucoup plus cohérents avec la réalité du marché parisien, dans la mesure où ils sont fixés en référence aux loyers observés à l'échelle des arrondissements et auxquels on applique des décotes de 15%, 30% ou 45% pour le LOC 1, 2 et 3. Auparavant, il y avait des loyers plafonds qui étaient plus uniformes à l'échelle nationale, et cette réforme a conduit à rehausser les loyers plafonds applicables à Paris. Donc dans la présentation, vous aurez toutes les informations relatives aux loyers plafonds et au niveau de ressources des ménages. Ensuite, cette réforme a porté sur la durée de l'engagement avec l'ANA. Avant, c'était 9 ans lorsqu'il y avait des travaux. Maintenant, c'est passé à 6. Donc, tout ça pour dire que les engagements demandés aujourd'hui par l'ANA apparaissent plus réaliste en termes de loyer, et ça rend le dispositif à Paris beaucoup plus attractif pour les propriétaires parisiens. Donc en contrepartie de ces avantages, de ces engagements, vous avez des avantages qui, en termes de subvention aux travaux, la subvention, je ne vais pas détailler les modalités de détermination des subventions parce que c'est un petit peu complexe et ça mobilise pas mal de critères différents, mais ça va faire intervenir l'état du bâti, si le bâti est très dégradé, la superficie, le nombre de logements conventionnés, le type de conventionnement. Mais sachez que la subvention peut aller jusqu'à 75 000 € pour un logement, donc c'est un montant très significatif. Ensuite, le dispositif Habiter mieux impose le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là aussi, c'est un point fondamental parce que ça va signifier que vous ne serez pas seul dans le processus de rénovation, de conduite de travaux. Effectivement, un projet de rénovation énergétique, ça peut paraître complexe, avec entre les démarches administratives, la définition du programme de travaux, le choix des entreprises, la mobilisation des aides, le montage des dossiers. Donc, vous aurez, dans ce cadre-là, d'accompagnement technique, administratif, financier par une assistance à maîtrise d'ouvrage de votre choix. Et vous serez accompagné par un opérateur spécialisé agréé par l'ANA. Et qui pourra vous assister dans la conduite de ces travaux. Et pour ce faire, vous aurez également une prise en charge par l'ANA. Et enfin, dernier avantage, c'est la réduction d'impôt qui va de 15% à 65% des loyers perçus, selon le
le type de conventionnement choisi et la modalité de gestion. Par exemple, si vous recourez à une structure d'intermédiation locative, c'est-à-dire un tiers social qui va faire le lien entre le locataire et le propriétaire, et bien du coup, vous disposerez d'un avantage fiscal majoré. Donc, pour illustrer un petit peu ce que ça peut représenter, vous avez là un exemple de rénovation énergétique d'un logement de 38 mètres carrés à Paris, avec évidemment un gain énergétique de 35%, le recours à une convention LOC 2 avec intermédiation locative, un coût total des travaux plus assistance à maîtrise d'ouvrage de 25 900 €. Et sur cette base, l'aide de l'ANA pourrait s'élever à un peu plus de 12 500 €, qui comprend la subvention aux travaux, à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en mobilisant plusieurs primes. Aide à la petite surface, prime à l'intermédiation locative. En plus de cette aide de l'ANA, la ville de Paris vient abonder donc le plan de financement avec une aide complémentaire de 4 700 €. Donc, au final, le montant cumulé des aides atteindrait plus de 17 000 €. Donc, ça fait une prise en charge à hauteur de 65% du coût des travaux, ce qui permet de réduire considérablement le reste à charge pour le propriétaire. Et voilà, qui montre un exemple qui montre qu'un projet de rénovation peut être réaliste et soutenable. Donc voilà, on peut continuer sur un autre dispositif porté par la ville de Paris qui vient en complément de toute la palette d'outils déjà mis en place par la ville, dispositif Éco-Rénovons Paris notamment, pour inciter à la transition environnementale du parc immobilier. C'est l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les propriétaires qui réalisent des travaux d'économie d'énergie significatifs dans leur logement. Donc l'exonération est totale et pour une durée de 3 ans. Si les conditions suivantes sont réunies, donc elles vont concerner les travaux concernent des logements achevés avant le 1er janvier 1989. Et cela suppose que les travaux réalisés représentent un montant minimum de 10 000 € de dépenses par logement l'année qui précède la demande ou de 15 000 € sur les 3 années précédentes. Donc voilà, donc cette exonération fiscale est applicable depuis le 1er janvier 2024 et elle doit être déposée auprès du service des impôts fonciers avant le 1er janvier de l'année pour laquelle vous souhaitez en bénéficier. Donc voilà, donc il y a une page sur paris.fr qui explique ça de manière beaucoup plus détaillée avec la possibilité éventuelle de poser des questions. Je repasse la parole. Merci Christine. Engager des travaux de rénovation, donc on l'a bien compris, c'est également engager un certain coût, c'est un certain financement. Et pour ce faire, il y a une imputation des déficits occasionnés par le coût de la rénovation qui peut être, donc je dis bien la rénovation énergétique, qui peut être déduit du revenu global. Donc il y a un certain nombre de critères à prendre en compte, comme à chaque fois. Donc il faut être sur un régime d'imposition réelle, avoir soit une location non meublée, et le calcul qui peut être imputé est de 21 400 € par dépense déductible par an dans le cadre d'une rénovation globale. Donc, autre critère également à respecter, donc il y a un petit exemple juste après pour illustrer un peu, mais globalement, le logement doit passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B ou C, voire D. Et ces travaux doivent être réalisés avant le 31 décembre 2025. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'on appelle imputation des charges et déficit foncier, on a pris un exemple. Donc, une personne qui est célibataire sans enfant avec un revenu de 40 000 €, qui doit, en théorie, qui a un revenu foncier de 6 000 €,
et qui dépense en coût de ses charges plus ses travaux, en tout sur une enveloppe de 14 000 € à l'année. Donc ça lui fait un déficit foncier de 8 000 €, donc moins 8 000 € de pertes. Et donc ces revenus imposables après imputation, donc les 8 000 € en moins, sont de 32 000 €, ce qui lui fait un gain fiscal approximatif de 2 400 €. Donc j'ai mis un petit peu les exemples, comment tout ceci est calculé, mais tout ça pour dire que globalement, si il y a un projet de rénovation énergétique globale qui est réalisé et que finalement ces revenus, ces charges plus ces travaux sont supérieurs à ce que vous deviez en théorie recevoir à la fin de l'année, que ça peut être également déduit de vos impôts sur le revenu. Donc c'est aussi on va dire pas une aide, mais en tout cas c'est quelque chose à prendre en compte dans le calcul, et ça peut être étalé également sur 10 ans. Donc si jamais sur l'année les 21 400 € ne passent pas. On va parler maintenant du bail à réhabilitation. Ce sera un peu à double voix avec Juliette. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement les principes du bail à réhabilitation, qui est un montage qui est assez peu développé pour l'heure, mais qui peut s'avérer particulièrement adapté, notamment dans le cas de logements très dégradés, dont la rénovation représenterait un coût trop important, trop lourd pour le propriétaire. Donc il s'agit d'un contrat de longue durée qui est signé entre un propriétaire et un organisme, souvent un bailleur social ou une association agréée, pour une durée minimale de 12 ans, mais ça peut être beaucoup plus long. Pendant toute cette période, l'organisme, qui est donc le locataire, va réaliser les travaux de rénovation complète. Il va les réaliser à ses frais. Donc l'avantage pour le propriétaire, c'est qu'il n'aura aucune avance de fonds à réaliser. Et voilà, les travaux vont être intégralement pris en charge par l'organisme locataire. L'organisme assure également la gestion locative du logement. Il va également garantir la mise en location du bien avec un usage social, donc dans le respect des règles de décence et les plafonds de ressources et de loyer fixés par l'État. Et enfin, en fin de bail, il restitue l'immeuble libre de location et d'occupation au terme du bail. Donc voilà. En revanche, pendant toute la durée, donc ça présente un certain nombre d'avantages en termes de gestion locative, l'absence d'avance de fonds, une véritable aussi valorisation patrimoniale parce que le propriétaire récupère in fine un bien rénové. En revanche, pendant toute la durée du bail, le logement ne rapportera pas de revenus directs et il ne sera pas possible de résilier le bail. Donc, je vais passer la parole à Madame Poisson qui pourra illustrer et compléter ce propos. Oui, merci. D'abord, quelques mots sur notre association. Donc, je représente Solidarité Nouvelle pour le Logement Paris, mais qui fait partie d'une petite fédération d'associations puisqu'on est présent dans toute l'Île-de-France et on a en tout 1400 logements, dont 250 à Paris. On est surtout propriétaire des logements qu'on met en location à des personnes en très grande précarité. Donc, on fait du logement très social. Donc, 73% de notre parc, c'est du parc qui appartient à notre foncière. Et on a 16% qui nous sont confiés à travers différents dispositifs, dont le bail à réhabilitation, des baux emphytéotiques ou encore l'usufruit locatif social. Et enfin, le reste des pourcents de notre parc, c'est un parc dans lequel on est locataire, par exemple dans le cadre du dispositif loué solidaire, donc qui repose sur Loc Avantage qui a été présenté précédemment. Peut-être pour finir sur la présentation générale, donc à Paris, notre parc, c'est surtout un parc en copropriété. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de monopropriété, donc c'est lié à l'état du parc. Mais à Paris en particulier et dans les territoires tendus, on pense que le bail à réhabilitation, c'est une solution intéressante
à la fois pour rénover des logements, donc pour les propriétaires, et à la fois pour loger des personnes qui sont en précarité, ce qui reste aussi notre objet social. Alors à Paris, là je vais prendre un exemple sur Paris en monopropriété, donc c'est pas ce qu'on fait le plus communément, mais ça arrive qu'on fasse ça à Paris et en Île-de-France. Donc là c'est un bail à réhabilitation donc, qui a été contracté avec la société Saint-Vincent-de-Paul sur une durée de 20 ans pour un immeuble de 5 logements qui est dans le 13e arrondissement. Donc, le projet de la société Saint-Vincent-de-Paul, eux, ils avaient un besoin d'investir dans l'immobilier, mais ils n'étaient pas en mesure c'est pas leur vocation sociale de ensuite gérer le bien, ni de faire des travaux, et donc ils s'appuient sur notre association, en fait, pour à la fois effectuer des travaux de rénovation énergétique et pour nous permettre de gérer le bien et de loger des personnes éligibles au logement très social. Donc là, on voit qu'il y a pour eux à la fois un enjeu d'investissement, de valorisation patrimoniale de leurs biens et à la fois voilà, de se projeter sur le long terme en se disant dans 20 ans, on récupère ce bien rénové et on pourra soit le revendre, soit en faire autre chose. Donc là, si on prend sur cet exemple, on va faire des travaux d'isolation thermique par l'extérieur et par l'intérieur. On va reprendre les menuiseries et on vise un passage d'étiquette énergétique G à étiquette énergétique D sur l'immeuble principal. Et ensuite, il y a un autre logement qui est en fond de cour, qui est déjà en étiquette énergétique F. Donc, on va faire un petit peu évoluer aussi. Voilà, globalement. Donc, ça, c'est un projet qui a démarré il y a 1 an. On a signé le bail là très récemment. Et effectivement, c'est adossé à une convention, en l'occurrence une convention APL, donc qui est passée par la ville de Paris et l'État. Et si on regarde, pour finir peut-être sur le montant des travaux, donc au global, cette opération, nous, on l'a budgétée à 725 000 € et elle bénéficie de 580 000 € de financement public et par la Fondation pour le logement, dans la mesure où on crée du logement social provisoire. Voilà, donc il y a une belle articulation entre rénovation et logement, mixité sociale et logement pour tous à Paris. Merci. Et pour finir, au niveau des aides financières, les certificats d'économie d'énergie, je pense qu'on ne présente quasiment plus. Donc, c'est l'aide des fournisseurs d'énergie. Donc, il y a quelques critères à respecter. Mais globalement, dans votre cas, si vous avez déjà rénové une partie de votre bien ou vous souhaitez le faire par geste, il y a cette aide, donc certificat d'économie d'énergie disponible, notamment pour l'isolation de la façade, le changement des menuiseries ou autre. Donc, avec des critères qui ressemblent un peu à ce qu'on connaît, hein, donc la rénovation par un projet de rénovation fait par des professionnels RGE, reconnus garants de l'environnement, pour des travaux de rénovation énergétique sur tout le bâti, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, il s'agit d'une aide forfaitaire. Et donc, on vous a mis également tout le lien vers l'intégralité des travaux éligibles, notamment qui pourraient être liés au chauffage et autres pour vos locataires. On a fait également une petite synthèse de ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une slide récap en intégrant les éco-PTZ individuels. Et juste avant de passer aux questions, les outils à votre disposition. Donc là, les acteurs pour vous aider en tant que monopropriétaire, gestionnaire de biens. Donc si vous êtes sur Paris, donc l'espace On se rénove à Paris, c'est l'Agence parisienne du climat. Donc on sera à la porte d'entrée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc c'est gratuit sur Coach CoPro, dispositif d'accompagnement pour les copropriétés et monopropriétés et qui s'adresse également aux syndics de copropriété et gestionnaires de biens. Et par contre, si vous avez des monopropriétés à l'échelle de la métropole du Grand Paris, donc dehors de Paris intramuros, on a nos collègues Solia, l'ALECPOL, GPSO Énergie et les autres qui font également la même activité que nous en dehors du territoire. Donc hors 475, vous pouvez également avoir des aides et des informations sur les PIG existants au niveau local de leur côté.
Au niveau des professionnels, on vous en parlait tout à l'heure, enfin en tout cas au début de cette présentation, on a recensé un certain nombre de professionnels qui interviennent au niveau des immeubles privés. Donc, en termes de rénovation énergétique des copropriétés, donc sur l'annuaire Grand Paris Coach Copro, vous allez retrouver des architectes, des bureaux d'études, des AMO, des entreprises de travaux également, qui peuvent vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Et bien évidemment, tout ceci se fait en parallèle de l'accompagnement des conseillers de l'Agence parisienne du climat. Et il existe également sur Paris BuyRénov, qui est un dispositif d'information et de sensibilisation des propriétaires bailleurs, pour lesquels on a le coordinateur qui est juste là, donc Ilias Kokturk, qui est juste là et qui pourra également répondre à vos questions tout à l'heure en tant que propriétaire bailleur. Donc, petite question qui nous intrigue, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissaient tous ces dispositifs? D'accord. Ok, bon, c'est pour savoir. Vous connaissiez l'Agence parisienne du climat également? Oui. Je vois des têtes qui hochent, d'accord. Entendu. Je pense que c'est intéressant qu'on passe à la phase de questions-réponses, donc on a un petit peu de temps pour ça. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ce qui a été présenté? Alors, je vais commencer par la première question. On parle de monopropriété. Nos immeubles parisiens, on va les décrire. J'ai 1 ou 2 commerces au rez-de-chaussée. Au premier étage, souvent des bureaux ou un cabinet médical d'architecte ou autre chose, et le reste d'habitation. J'ai bien noté que c'était par logement dans lequel on avait le droit aux aides. Je vais faire la totalité de la réfection des murs pignons. Je vais refaire ma couverture. Je vais effectivement améliorer au niveau énergétique. Comment est-ce que je fais pour dire c'est par logement? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des travaux sur ma monopropriété, c'est un immeuble en totalité. Comment je découpe, comment je calcule, comment je fais les choses? Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. C'est que je ne vais pas pouvoir vous dire pour mon local commercial, sûrement pas. C'est pas grave. Mais comment on va faire en global pour ça? Parce que c'est ça l'intérêt aujourd'hui de nos difficultés, c'est ce type d'immeuble parisien, et pour trouver une solution pour nous permettre d'avancer. Alors, du coup, effectivement, il y a cette question-là, mais le dispositif Habiter mieux que j'ai présenté, et on l'a déjà fait sur des programmes, on a déjà financé sur des programmes globaux. Et on a échangé avec l'Agence nationale de l'habitat sur une méthodologie à appliquer. On n'a pas tellement la notion de partie commune, partie privée active, vu qu'on n'est pas en copropriété. Enfin voilà, tout est à la charge du même propriétaire. Donc c'est vraiment un petit peu du cas par cas. Du coup, on pourra apprécier pour voir l'éligibilité, le gain à l'échelle du bâtiment. Après, il faudra vérifier les conditions de sortie de chaque logement. Il faut que ça sorte en D, voilà. Et après, la subvention, ce sera au prorata des surfaces conventionnées avec l'ANA. Donc c'est quelque chose un peu du sur-mesure. Donc s'il y a des personnes intéressées, enfin voilà, avec leur AMO, du coup, nous, on a déjà traité des dossiers comme ça. On les a passés aussi devant une commission locale d'amélioration de l'habitat, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles très précises. Mais en tout cas, c'est possible. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun frein. On peut prendre en charge des programmes globaux, mais on va pas faire au logement, on va regarder à la globalité et on définira un taux de subvention. Le plus simple, c'est de donner un cadre pour qu'on puisse conseiller nos clients, les bailleurs, en leur disant oui, il n'y a qu'un commerce sur la chaussée, le reste c'est de l'habitation, vous aurez effectivement plus d'aide. Vous avez 3 commerces sur la chaussée, 2 étages, le médecin, le reste de l'habitation, les aides sont moins intéressantes. Est-ce que ça vous... Ça, on pourrait avoir un cadre pour nous permettre de montrer pour les copropriétés, où on sait se dire, voilà, on va acheter les tickets en global, on arrive à un temps de subvention, mais on peut conseiller nos clients. Aujourd'hui, ces dispositifs, on les connaît. Le but du jeu pour nous, c'était d'arriver en disant voilà, on vous met en place un système qui vous permet de rentrer les informations et d'avoir votre résultat en fin de parcours pour pouvoir conseiller votre propriétaire en disant allez-y, ça a un intérêt.
Ça, enfin, du coup, il faut avoir le projet, il faut faire une simulation. Et après, voilà, il faut regarder les surfaces conventionnées. C'est impossible, du coup, sans avoir un projet un petit peu précis. Vous entendez, mais souvent, les immeubles sont déjà des locataires. Donc, je ne peux pas vous dire que je vais gérer un locataire pour mettre un locataire en conventionné. Donc, c'est ça la question aujourd'hui. Nous, le but du jeu aujourd'hui, c'est d'améliorer le confort pour les locataires qui sont déjà là. Donc si on n'a pas de disposition complémentaire pour ça, on est coincé. Vous dire que j'ai peut-être un ou deux logements vides, on va conventionner, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Par rapport à 25 logements dans les immeubles. C'est au renouvellement du bail, si le ménage remplit les conditions de ressources, et les conditions de ressources sont élevées, sont vraiment élevées. Et les niveaux de loyer également, donc du coup, c'est pas forcément un frein non plus. La convention, elle peut se signer au moment du renouvellement du bail. Enfin, après, il n'y a pas besoin que ce soit vide nécessairement. Oui. On a essayé de faire sur Costco un projet de rénovation pour un de nos clients. Le problème, c'est que quand on est en monopropriété, on n'a pas de numéro d'immatriculation. Et sans numéro d'immatriculation, on ne peut pas faire de demande sur l'agence parisienne du climat. Parce que pour être copropriété, pour remplir les critères de demande, il faut être une copropriété. Et donc, une monopropriété n'a pas de numéro d'immatriculation. Donc, on vous a contacté, et là, on nous a dit non, il n'y a pas de solution, parce que vous n'êtes pas de copropriété, et donc on ne va pas pouvoir vous financer. Je pense voir de quoi il s'agit. Ça peut valoir un coup qu'on se voit juste après pour me donner l'adresse, mais alors sachez qu'il y a des choses qui ont évolué entre deux. En tant que monopropriété, vous pouvez vous inscrire parce que finalement, ce qui est demandé, c'est principalement l'adresse. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus à remplir finalement. Ouais, c'est plus des éléments qu'on demande de compléter dans le cadre des copropriétés, mais qui sont plus, en tout cas, un critère pour vous permettre au moins de vous inscrire. Donc, Ok, je vais récupérer votre adresse pour voir en fait à quel niveau ça bloque, en tout cas dans l'outil. Mais en tout cas, au niveau de l'accompagnement, ça bloquera pas. C'est-à-dire que s'il faut vous accompagner dans le cadre de votre projet, ça posera pas de problème. Voilà. Ok. Ouais. Surtout que dans votre cas, si le monopropriétaire en question souhaite faire un DTG financé entre autres par la ville de Paris, c'est complètement possible. Donc voilà. Non, c'est bon. Non, je voulais... rebonsoir. Deux choses. Tout à l'heure, on a parlé des passoires énergétiques, les F et G. N'oublions pas que les interdictions de location, c'est EFG. C'est 71% des logements. On parle souvent de passoires énergétiques tout le temps, mais il faut parler de tout ce qui est sujet à interdiction de location d'ici 2034. C'est important de le garder en tête parce que le chiffre, il est monumental et le chantier aussi. Juste un rappel aussi pour les professionnels de l'immobilier et les bailleurs. Depuis août 2022, on n'a plus le droit de réindexer les loyers ou de les faire évoluer si la note énergétique des logements c'est F ou G. Donc ça, il faut le faire attention parce qu'on a parfois quelques débordements sur le sujet qu'il faut garder en tête. Quand on a monté l'opération, l'objectif, bien évidemment, c'est d'apporter une meilleure information aux professionnels de l'immobilier et à leurs clients monopropriétaires. Il n'est pas question, bien évidemment, de vous inciter à aller faire de la location, l'octroi intermédiaire vers un intermédiaire social qui ne rentre plus dans le spectre de la gestion classique qu'on a l'habitude de faire. Et de la même façon, c'est bien de savoir qu'il y a d'autres dispositifs, mais notre objectif en faisant venir nos professionnels, nos bailleurs, c'est pas non plus de faire la promotion de dispositifs où on nous enlève la gestion parce qu'on doit la confier à quelqu'un d'autre. Faut juste que dans le message, on soit bien raccord quand même. On est là pour... je suis très heureux que vous ayez fait un panorama de l'ensemble du dispositif existant, mais juste pour remettre l'église au milieu du village, l'objectif c'est quand même de se recadrer sur à quoi servent au quotidien les administrateurs de biens dans l'accompagnement des clients, vers quoi on peut se tourner. C'est vrai que le Loc Avantage, depuis début 2025, il s'est ouvert à autre chose que de l'agence immobilière à vocation sociale.
à charge peut-être de nous faire reconnaître comme agence immobilière à vocation sociale et pas laisser seulement un contre-marché à part. Mais en tout cas, on peut faire du LOC 1, LOC 2, même du LOC 3, du LOC 1, LOC 2 non intermédiaire. Il y a aussi de la réduction d'impôts. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui était réservé à des agences immobilières à vocation sociale. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est un nouveau dispositif fiscal sur lequel il y a un intérêt à le faire. Et je vous remercie de l'avoir présenté, comme le rappel de la déduction comme le déficit foncier, l'exonération de taxes foncières, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai qu'on a probablement un axe d'amélioration, et dans Éco-Rénovo Paris Plus, un axe d'amélioration sur les subventions apportées aux immeubles entiers, aux monopropriétaires qui sont là aujourd'hui. Parce que dans le panorama qu'on a ici, à part le LOC Avantage, sur lequel on a fait un focus sur des aides extrêmement importantes, jusqu'à 75 000 € par logement. Il faut qu'on arrive à mobiliser mieux. Et en tout cas, merci d'avoir fait le retour sur la plateforme qui était bloquante. Il y a des évolutions qui se font régulièrement à l'Agence parisienne du climat pour permettre l'éligibilité. Et en tout cas, si vous avez un sujet, vous pouvez aussi le remonter chez nous pour qu'on intervienne auprès de l'Agence parisienne du climat. Voilà, je voulais juste faire un focus sur le sujet. Merci. Oui, j'avais évoqué l'intermédiation locative parce que ça a bonifié la réduction d'impôts et les niveaux d'aide, mais effectivement, on peut... Oui. Oui, non, mais tout à fait. Ouais. Mais on l'a trouvé dans les dispositifs... Oui. En tout cas, le LOC 1, LOC 2, LOC. Voilà, on peut faire en direct ou par une intermédiation locative sans aucun problème. Après, sur la question de l'approche par à l'échelle de l'immeuble, je vous encourage vraiment, à nous contacter pour voir, pour vous donner au moins un ordre d'idée. Ça passera sans doute par une petite enquête sociale, pour voir l'occupation sociale, des loyers, pour permettre d'apprécier à peu près le niveau d'aide et comment ça se passerait. Mais il n'y a aucune difficulté à prendre en compte des travaux qui portent sur l'enveloppe du bâtiment, des isolations thermiques par l'extérieur. On n'est pas obligé d'avoir une approche au logement. Donc, c'est une mise en place des plateformes pour lesquelles on va s'inscrire, en indiquant le nombre de logements, des commerces à différents points, pour faire le calcul. Comme ça, au moins, ça permettra de conseiller nos clients valablement et rapidement. Je pense qu'il faut mettre en place ce système. C'est pas très compliqué si vous le dites, mais de dire effectivement, vous êtes en LOC 1 ou en LOC 2, voilà les logements 1, 2, 3 logements, 5 logements ou 15 logements sur les 25. Voilà le résultat. Vous avez une partie habitation, c'est bien, une partie commerce, comment ça marche. Est-ce que sur les C2, j'ai le droit au C2E, y compris pour les commerces au rez-de-chaussée et la partie du cabinet médical du premier étage. Je fais mon mur pignon, ma façade. Je fais des améliorations au niveau du chauffage collectif. Comment ça marche ? Et je pense qu'à un moment, il faut donner des solutions plus faciles avec une grille en disant je remplis et j'ai une idée. Je ne demande pas l'exact, mais j'ai une idée de la partie d'aide et de subvention que pourront obtenir nos propriétaires pour qu'on puisse leur dire on y va, on prend un AMO et on avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Vous avez montré 2 exemples, mais à Paris, combien d'immeubles peuvent être concernés par ça ? Parce que la plupart du temps, on est à 200-300 mètres d'un site historique ou quoi que ce soit. On nous interdit d'isoler par les façades. Il faut isoler par les intérieurs des appartements. C'est absolument pas du tout les cas de figure que vous nous présentez. Et dans ce cas de figure-là, c'est à peu près 2 000 € le mètre carré, la rénovation énergétique. On n'est pas du tout dans les mêmes configurations de budget que vous présentez, là. Alors, il y a pour les différentes typologies de bâtis à Paris, il y a des solutions qui existent et qui adressent, par exemple, les problématiques qu'on peut rencontrer sur du haussmannien. L'isolation, effectivement, on ne va pas faire une isolation par l'extérieur sur côté rue. Par contre, il y a la possibilité de faire des isolations sur les pignons, côté cour, et également d'isoler la toiture avec notamment une technique qui s'appelle le sarking, qui consiste à déposer la toiture, qui est certes coûteuse, mais qui apporte un bénéfice en termes de confort d'habiter et de réduction des consommations d'énergie qui est assez spectaculaire. Je prends l'exemple du 18 rue Championnet dans le 18e arrondissement, un bâtiment haussmannien qui a été isolé de cette manière-là, avec changement des fenêtres également, certes,
mais bon, il y a quand même un résultat de gain de performance énergétique de 66%. Donc, si c'est possible, il n'y a pas des solutions... enfin, j'ai envie de dire qu'il y a des solutions pour toutes les typologies de bâtiments. Après, on ne va pas intervenir sur toutes les façades, effectivement. Donc, non, l'isolation thermique par l'intérieur n'est pas la seule solution quand on est dans un bâtiment patrimonial, mais il faut qu'on en parle ensemble en fonction des situations rencontrées, en fait. Ce sont les résultats que j'ai eus quand on a commencé à parler de ça. Oui, mais les techniques ont avancé et aujourd'hui, on a de plus en plus de rénovation qui se fait sur le bâti ancien. Et donc, il y a un côté aussi effet boule de neige, si vous voulez, parce qu'il y a plus il y a de bâtis anciens qui est rénové, plus on peut montrer que ça fonctionne et prendre une typologie de bâtiment et montrer, enfin, vraiment dans votre quartier, même des rénovations qui se sont faites, quoi. Le comité du Vieux Paris, il intervient ou Oui, on les connaît. Il y a la commission du Vieux Paris, les architectes des bâtiments de France, effectivement, qui donnent leur validation ou pas. Mais en tout cas, de toute manière, on est en contact avec eux et il faut vraiment étudier au cas par cas. Je vous assure que ça vaut le coup d'en parler ensemble. J'ai encore eu l'exemple, il y a 8 jours, de mon voisin qui a un petit immeuble de 3 étages. Il est dans le secteur de Versailles, il est à 5 km à vol d'oiseau du château de Versailles, il y a 2 forêts entre les deux. L'architecte des bâtiments de France a refusé l'isolation par l'extérieur du bâtiment, alors que c'est une maison très ordinaire, hein, il n'y a pas de fioritures, quoi que ce soit. Et l'isolation extérieure a été refusée. Et il faut intervenir par l'intérieur. Et c'est un saccage des appartements. Oui, tout à fait. Et avec la perte de la surface, on est tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas la solution. Mais en tout cas, en ce qui concerne Paris, en tout cas, n'hésitez pas à vous tourner vers l'Agence parisienne du climat, parce que encore une fois, on accompagne de plus en plus de projets de rénovation énergétique sur du bâti ancien, avec des fortes problématiques patrimoniales. Donc, on a de plus en plus l'habitude de ça. Ne vous bridez pas là-dessus, vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc sur cette même question de l'isolation par l'extérieur, moi j'ai pris rendez-vous avec le service de l'urbanisme de l'arrondissement en question. Ils m'ont dit que la seule solution pour avoir une réponse ferme et définitive, savoir si on avait droit à une ITE, c'était de déposer un dossier. Donc le dossier, c'est quand même lourd à monter pour avoir un refus à la fin. Allez, désigné volontaire. Oui, bonjour, je suis Frédéric. Merci Jacques. Je suis Frédéric Delomo, je suis directeur Habitat et Énergie à la PC. Oui, c'est vous, madame, qui posez la question. En effet, les services de l'urbanisme, par nature de rôle, ne vont jamais prendre position tant que le dossier n'est pas fait. C'est pour ça qu'on vous encourage à prendre contact avec la PC, typiquement sur cette adresse-là, parce que nous, on connaît les pratiques et on va pouvoir vous dire, et un tout petit peu plus se mouiller, non pas pour vous dire que le dossier sera accepté systématiquement, mais quelles sont les conditions pour qu'il soit accepté et quels sont les usages déjà qu'on constate sur l'autorisation ou non d'un projet d'ITE sur un bâtiment. Donc, désolé, ça va vous faire un autre coup de fil, mais avec plaisir pour reprendre un temps avec vous sur l'adresse concernée pour qu'on vous dise ce qui nous semble, de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le terrain, pouvoir fonctionner. Et pour monsieur, pour répondre sur Versailles, la situation à Versailles n'est pas celle à Paris. Je peux vous dire qu'à Paris, on connaît nos 7 ABF, si que la réglementation ne s'applique pas de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de dire que tout est possible à Paris, loin s'en faut, mais juste on connaît les interlocuteurs et on sait vous dire relativement tôt sur une adresse ce qui sera étudiable et envisageable et ce qui ne l'est pas. La dernière question, c'est de refuser les pas sur la commune de Versailles. Mais dans le périmétrique de l'ABF, il est chaque jour. On va prendre encore une ou deux questions. Là-dessus, pour votre question sur l'ABF, monsieur, nous, en gros, on a l'habitude, on a déjà engagé énormément de rénovation de logements sociaux. Et logements sociaux, il y a tous les types d'architecture. Il y a de l'haussmannien, du patrimonial. Donc on a une culture à Paris. On a déjà fait 70 000 logements rénovés. De plus en plus de copros aussi. Donc on négocie avec les ABF, on travaille avec eux, on les réunit, on fait des groupes de travail. En gros, on y arrive toujours, on vous accompagne, c'est l'aide gratuite qu'on vous apporte avec les services de l'urbanisme, l'Agence parisienne du climat, tout ça c'est du service public, on vous accompagnera et dans 100% des cas, on s'en sort. Voilà. Alors on ne dit pas qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on arrive toujours à rénover tous les immeubles et comptez sur nous. Mais alors prenez contact avec nous pour qu'on vous aide parce qu'il y a à peu près 30% des immeubles
que ce soit sociaux ou privés, c'est pareil, où il faut qu'on compose avec les ABF. Alors c'est beaucoup, 30%, c'est 1 sur 3. Il y a déjà 2 sur 3 où il n'y a pas de problème, ça passe tout seul. Et le cas sur 3, on vous accompagne et on y arrive à tous les coups. Ça fait 15 ans qu'on y est, donc on commence à avoir l'habitude. On a une autre problématique, l'administrateur de biens dans Paris Centre, donc tous les immeubles qui sont autour de la mairie. On sait que la moitié de ces immeubles sont en France. Aujourd'hui, les fournisseurs d'isolants ne veulent pas donner de garantie décennale sur des pans de bois dans toutes ces résidences. Donc les copropriétés n'ont pas de garantie décennale, donc ils ne font pas les isolations. C'est quand même un sujet à connaître des opérateurs. Quand vous délimitez les opérateurs, les pans de bois à Paris. Alors là, monsieur, je pense que ça serait intéressant. On ne va pas fouiller, mais nous, il y a peu de copros à pans de bois qui ont été rénovés, c'est d'ailleurs un gros problème. Mais nous, on a racheté un certain nombre d'immeubles avec nos bailleurs, qu'on les a rénovés. C'est en particulier la RIVP Logis, dans le centre de Paris, il y a un paquet de chantiers que je suis allé visiter. Près de République, il y en a énormément. Il y a toute une rue, il y a beaucoup de pans de bois, comme ça qu'on a rénové très avant. Et on a obtenu des garanties décennales. Donc, moi, je vous propose que vous preniez contact avec nous, on échange. C'est un vrai sujet que vous dites, parce que justement, le pan de bois, la copro la plus dure à rénover, celle où c'est plus cher, le plus compliqué, pour tout un tas de raisons, c'est ça. Donc, sans problème pour échanger avec vous et pour vous accompagner, parce que ça vous concerne vous, mais ça va concerner des milliers d'immeubles derrière, donc c'est un problème majeur. Donc, on prend contact, on va tout faire pour justement résoudre ce problème. Merci. Encore une question? Merci. En fait, j'ai 2 questions. Que se passe-t-il si une copropriété ou une monopropriété, peu importe, rénove correctement son bâti, a fait tout ce qu'il pouvait et se finit avec une classe E, donc en 2034, interdiction de location? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais qu'on m'explique la différence. Alors, monopropriété, ça veut tout dire et rien dire. Il y a différents statuts qui rentrent sous l'appellation de monopropriété. Je représente particulièrement des indivisions. Et il existe des indivisions qui sont avec bien plus d'indivisaires que de copropriétaires dans une copropriété. Alors, ma question, quelle est la différence entre... Alors, je vais être un peu plus égoïste en parlant de l'indivision, mais quelle est la différence entre une copropriété et une indivision dans la mesure où, sauf erreur, vous faites des subventions qui sont avec un taux de prix à charge sur les travaux et qui sont distribuées non pas aux copropriétaires, mais aux syndicats de copropriété. Donc, si je faisais un parallélisme, l'indivision est un syndicat de copropriété et les copropriétaires sont des indivisaires. Les indivisions, il y a des charges. Tous les travaux que vous avez mentionnés ce soir dans vos slides, c'était que des travaux qui touchaient les parties communes. On est d'accord? Donc, sur ce point de base, une indivision est égalité avec une copropriété puisque les travaux qui sont concernés concernent que des parties communes. Et les indivisaires sont, comme les copropriétaires, ont des mêmes droits de propriété sur les parties communes. Donc, j'aimerais connaître qu'est-ce qui fait que les indivisions sont sorties des programmes, des subventions qui sont allouées aux copropriétés. Après, on pourrait peut-être extrapoler avec les SCI qui sont à l'IR, mais dans le cadre de l'indivision, la translation est aisée. Donc, les travaux concernés sont des parties communes et les droits des copropriétaires et des indivisaires sont exactement les mêmes. Ils sont un ensemble, donc une entité qui possède les mêmes droits de propriété sur un immeuble, avec les mêmes obligations. Merci. Je passe juste le micro. Alors écoutez, j'avoue que je sèche un peu, mais nous on s'appuie en gros sur la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat qui est structurée comme ça. Et les indivisions du coup relèvent du régime SCI, du propriétaire bailleur. Pourquoi on a eu cette approche-là? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Il faudrait qu'on se plonge un peu dans l'historique de l'ANA. Et... Pourquoi les syndicats de propriété n'est pas considéré comme une monopropriété? C'est-à-dire un petit peu historique par rapport à ça. La copropriété était inexistante pour les aides de l'État et par rapport à ça. Ça fait en fait longtemps qu'on a une copropriété. Ça, c'est complètement nouveau. On peut voir le verre un peu à moitié plein de ce point de vue-là. Il y a un progrès. La copropriété est beaucoup mieux comprise par l'État.
Mais tout comme la copropriété était encore ignorée il y a finalement très peu d'années, ce sujet de la monopropriété reste sans doute un angle mort. Parce que ça concerne relativement peu de monde, que c'est un sujet qui est certainement très parisien ou en tout cas très urbain, et donc du coup on n'est pas visible face à un État qui a tendance à niveler et à dire par défaut l'habitat c'est de la maison individuelle. Ah oui, c'est vrai, il y a des copropriétés. Ah oui, ça fait quand même un tiers des logements privés en France. Donc ça y est, ça s'est compris, mais je pense qu'il y a encore un cap à prendre sur la mono. Pour vous dire, de toute façon, encore plus cash, en tant que responsable politique, moi, on a ce sujet de monopropriété, indivision, etc. à Paris qui est non négligeable, 105 000 logements. Donc c'est énorme. C'est nous qui avons le plus ce sujet de France, de façon évidente. Et donc moi, on en parle. Moi, j'en ai parlé à la ministre du Logement, au directeur de la DHUP, directrice de cabinet, collaboratrice de Matignon au logement. Donc je pense, voilà, par le Premier ministre, je ne sais pas ce qui manque. Bon, ils nous disent, oh, déjà, ma prime rénov, copro, ma prime rénov parce que ça coûte cher. Alors là, les monopropriétés, ils ont trop d'argent, allez vous faire voir. Enfin voilà, la réponse qu'on m'a donnée, c'est cash, c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc en gros, je pense que c'est une mobilisation politique, en tout cas en l'état actuel des responsables du gouvernement. Je sais que la réponse qui nous a été qui m'a été répondu très concrètement par l'ensemble des acteurs que j'ai rencontrés. Déjà, il leur manque bien, de mon point de vue, j'estime à au moins 3 milliards d'euros l'an prochain, juste pour réussir à financer les demandes pour ma prime rénov parcours accompagné et ma prime rénov copro. Donc, eux, les monopropriétés, vous voyez, on m'a renvoyé dans mes buts très très vite de façon extrêmement sèche. Voilà, donc c'est je pense, la vraie question, c'est déjà le sujet des moyens financiers pour accompagner déjà les maisons individuelles et les copros, et on est dans ce temps-là. Et en tout cas, le discours pour l'extension aux monopropriétés, moi j'ai essayé de le porter, puisque en tant qu'élu au logement, je suis le premier concerné. Donc voilà, je me suis pris un renvoi dans les buts violent et direct de tous mes interlocuteurs. Merci. Oui, on va prendre une dernière question parce qu'après, je vous propose qu'on prenne un... Ah. Alors déjà, vous êtes tranquille jusqu'à 2034. Et globalement, on a une problématique aujourd'hui à laquelle on n'arrive pas à faire face, c'est d'avoir des décrets de mise en application qui soient plus clairs que ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Il y a plusieurs textes qui ont été défendus et qui sont passés à l'Assemblée nationale dans une situation que vous connaissez, extrêmement éclatée, et donc du coup, ils n'arrivent pas à prendre de décision. Donc ce sujet est un des sujets, mais je dirais c'est pas le premier, en tout cas c'est un des sujets qui se pose pour avoir une réglementation qui soit parfaitement logique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On peut penser, après il y a des pistes, mais là ça n'engage en rien, c'est pas encore dans le texte. On pourrait imaginer notamment une preuve par un tiers qui dit qu'on ne peut pas aller au-delà du E pour cet immeuble et que de ce fait il y a une dérogation. Aujourd'hui, je ne peux pas vous affirmer que ce sera la solution qui sera retenue. Malheureusement, je ne peux pas vous dire mieux à date. 2034, dans le contexte actuel dans lequel on est, ça semble assez loin. Donc ça, on n'aura pas, à mon avis, d'informations avant au moins quelques mois. Non, je voulais simplement dire que, attention, quand on a à l'époque demandé la mise en place de ma prime rénov, on était avec Julien de Normandie, on était aux différents ministères. On avait proposé à l'époque de faire une ma prime rénov pour les maisons individuelles et les logements individuels, une prime rénov copro pour les copropriétés et une prime rénov pour les immeubles monopropriétés. La réponse a été très claire. À l'époque, c'était Mme Pompili qui était la ministre de tutelle au-dessus. La réponse a été de dire rien pour les monopropriétés. Au départ, pour les copropriétés, ils voulaient qu'en plus on fasse le calcul en fonction des revenus des copropriétaires, et on y a échappé au dernier moment tout juste pour que ce soit versé effectivement à la copropriété. Et le problème, c'est que vis-à-vis de Bercy à l'époque, on leur avait demandé de faire un fléchage sur cette prime rénov en disant il faut affecter un montant pour les individuels, c'est-à-dire pour les maisons individuelles, et un montant pour les copropriétés pour ne pas se retrouver avec l'effet d'aubaine des maisons individuelles et les fraudes que l'on a eues. Et globalement, Bercy nous a envoyé balader en disant c'est pas notre question, allez vous faire voir. Et je suis poli quand je réponds ça, ça a été pire que ça. Et donc, conclusion, on s'est retrouvé avec des demandes et des utilisations sur des maisons individuelles pour des montants de travaux qui n'ont même pas été faits et pour lesquels ils ont eu les aides et les subventions pour quelques centaines de millions d'euros. Je parle
pour une année, mais c'est probablement ce qui est arrivé sur 4 ou 5 ans. Donc voilà un peu les difficultés, c'est qu'aujourd'hui on met en place un système, mais on ne le flèche pas comme il faut, on ne l'organise pas comme il faut, et pour les monopropriétés, ça a été mis de côté volontairement à l'époque pour des volontés, je pense, en disant de toute façon ils sont tous riches vos propriétaires, c'est pas grave. Et je leur ai dit mais vous comprenez pas, c'est pour les locataires que l'on fait l'amélioration du confort d'été et d'hiver, c'est pas que pour les propriétaires, vous avez une vision qui est différente de ceux qui occupent les logements. Mais bon, j'ai pas été entendu. Je vais aller passer, ouais, pas de souci. Je voulais répondre à madame sur le fait, on l'a vu d'ailleurs dans un exemple, il y a un immeuble sur lequel il y a eu une rénovation passée de G à E, mais en 2034, belote. C'est vrai que quand on fait une rénovation globale d'un immeuble, on ne peut pas penser à 3 ans ou à 5 ans. On sait qu'on est déjà sur des travaux qui vont s'amortir sur 10 ans, sur 20 ans. Donc du coup, on doit déjà penser à atteindre la lettre D. Alors, bien évidemment, dans les dispositifs qu'on a vus, il y a eu des changements de fenêtres, des isolations thermiques par l'extérieur. Pour arriver à la note énergétique nécessaire, il va falloir après, une fois que l'extérieur est fait, il va falloir passer par l'intérieur. L'intérieur, ça veut dire les isolations thermiques complémentaires, les changements de système de chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude. Donc on arrive quand même, aujourd'hui on en a, on a des dispositifs comme le dispositif de Normandie, qui est une rénovation de l'ancien similaire au neuf, et on arrive à faire de la rénovation qui permet d'atteindre la lettre. Pour reprendre les propos de Frédéric Delomeau, on a des textes qui doivent sortir, qui ont déjà fait des allers-retours effectivement à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais politiquement c'est extrêmement compliqué. Il était question de déterminer que dès lors qu'on avait fait tous les travaux possibles et inimaginables, on devenait exonéré, ou une copropriété qui avait un diagnostic de performance énergétique collectif, bon, ça entraînait derrière le reste de l'immeuble, ou quand un propriétaire a fait des travaux, dès lors que la copropriété a refusé de mettre des travaux en place, il est dispensé de cette indécence énergétique. Donc il y a des choses, des adaptations qui sont en cours, mais c'est une catastrophe politiquement, personne n'arrive à rien, et ça sort pas. Donc en attendant, on doit manœuvrer avec ce qu'on peut pour arriver à gérer ça, et avec les problématiques qu'on connaît depuis le 1er janvier 2025 sur les logements G. Il y a un sujet que je voulais quand même rappeler dans les aides qu'on n'a pas abordé, mais je rappelle qu'on a toujours la TVA réduite au taux de 5,5, de 10 au lieu de 5,5. Les 4,5 points, ça concerne les travaux d'amélioration énergétique, mais aussi les travaux embarqués. Si par exemple vous avez votre pignon qui commence à... Parce qu'on n'a pas parlé d'entretien, on parlait de valeur verte, d'amélioration, mais d'abord quand on fait nos travaux, en général dans les immeubles, on fait ça par entretien. Et dans les travaux d'entretien, il se trouve que au moment où vous devez refaire votre toiture, curieusement, vous avez eu envie de faire une amélioration d'isolation thermique de votre toiture. Donc du coup, à ce moment-là, la rénovation de la toiture rentre dans les travaux embarqués et bénéficie aussi de la TVA à 5,5. Je voulais quand même le rappeler, et aussi de certificats d'économie d'énergie avec les produits utilisés. Donc voilà, il y a aussi le dispositif de la TVA à taux réduit qui concerne les travaux embarqués, qui sont aussi un élément complémentaire. La situation, elle est loin d'être idéale. On est tous confrontés à une réglementation ultra restrictive avec des pénalités dans tous les coins. On essaye, nous, de notre côté aussi, de décoincer tout ça. On est tout à fait favorable à une politique publique de rénovation énergétique, d'amélioration du bâti. La problématique, c'est toute la frustration qu'on a derrière les interdictions de location et ce que ça peut entraîner outre d'autres dispositifs locaux. Mais voilà, on a un problème avec un pouvoir politique qui est dogmatique, qui est loin des réalités du terrain, et on a beau répéter les choses, quand vous avez eu 6 ministres du logement en 2 ans et demi, à un moment donné c'est compliqué d'arriver à faire une politique de quelque chose avec un peu de pragmatisme. En tout cas, vous pouvez vous devez savoir qu'on est tous les jours au charbon sur ce sujet, mais malheureusement on n'a pas les moyens d'arriver à avancer mieux. En tout cas, on espère arriver à en sortir quelque chose, mais ce qu'on craint compte tenu de l'instabilité politique, c'est d'être encore comme ça jusqu'aux élections présidentielles, avec pas de choses qui vont en sortir. Donc voilà, c'est assez lourd, mais en tout cas il y a des évolutions tout le temps. On en a parlé ce matin tout à l'heure avec ma prime rénov qui part, qui revient, qui est suspendu. Voilà, sur la politique, c'est pareil. Donc, j'espère qu'on aura des améliorations. En tout cas, il faut surtout se mobiliser sur ce qui existe déjà pour pouvoir l'utiliser et faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et puis, tout ce qui sera mieux arrivera. Voilà, je voulais le dire. Merci. Merci Olivier. Je vous propose qu'on lève maintenant cette séquence. Et donc, si vous voulez, il y a des rafraîchissements qui sont servis derrière. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation.